Le redémarrage de la saison 2020-2021 du football du championnat national, ce sera le 20 mars prochain. C'est notre premier sujet. On parlera aussi du Barça visé par la justice, endetté et en déclin, la descente aux enfers voilà, de ce club espagnol. Et puis la présidence de la Confédération africaine de football. Le consensus autour de Motsepe, pas très démocratique selon Jacques Anouma. On en parle avec Henri Akodo de AfriqueExpressSport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis qui nous suivent en ce moment. Il reste encore moins de 2 mois avant que le ballon ne recommence à rouler au Togo. En effet, la Fédération togolaise de football a décidé de lancer la saison 2020-2021. Ce sera le 20 mars prochain. Seules les équipes de première et de deuxième division sont pour l'instant concernées. La période d'enregistrement est quant à elle prévue le 15 février 2021. Elle concerne donc les clubs de D1 et de D2. Henri Akodo, est-ce qu'aujourd'hui on a une meilleure lisibilité de la situation sanitaire? Est-ce qu'on sait que le championnat peut reprendre sans trop de risques? Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de certitude à 100% que le championnat, en tout cas, ne sera pas sécurisé, en fait. Aujourd'hui, il est très impératif de pouvoir véritablement démarrer ce championnat-là, puisque l'attente, elle a été longue, parce que la saison a été arrêtée le 15 mars dernier, oui, à cause de cette pandémie, et pratiquement une année après, une nouvelle saison va démarrer. Quand on regarde un peu le calendrier international, le Togo est l'un des pays qui est en retard par rapport aux autres de la sous-région, par exemple, et selon le calendrier international. En tout cas, il faut véritablement que le championnat puisse être joué pour dégager un peu les 2 représentants du Togo en compétition africaine pour la saison prochaine. Et donc, à ce niveau, il va falloir s'adapter par rapport à la situation sanitaire, organiser ces championnats-là dans des conditions assez optimales, oui, en tout cas, afin de pouvoir véritablement permettre à ces joueurs de pouvoir retrouver un peu leurs activités. Donc, je pense aujourd'hui, la Fédération togolaise de football, en harmonie avec le Comité national de riposte et le ministère des Sports, ont eu à mettre en place des dispositifs très intéressants pour pouvoir permettre un redémarrage de ce championnat-là de première division. Alors, des dispositifs, vous dites, dans quelles conditions on redémarre ces championnats? Oui, aujourd'hui, il y a une situation qui est claire, c'est que la situation, en tout cas le contexte, nous oblige à pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que en réalité, les championnats nationaux au Togo, notamment la première division, se jouent dans un format classique, oui, avec des équipes qui font des déplacements, en tout cas vers des régions de l'intérieur, et des équipes de la région intérieure qui viennent également jouer des matchs à Lomé, par exemple. Maintenant, au vu du contexte, la Fédération togolaise de football, avec sa commission, la commission chargée de l'organisation des championnats, a eu à mettre en place un format particulier, notamment le format de la phase de poule. C'est-à-dire que pour ce championnat-là qui va démarrer le 20 mars prochain, pour la première division, on aura 2 poules, en tout cas, où on a mis à part dans la poule A les équipes de la région du Nord, et dans la poule B les équipes de la région du Sud, histoire de pouvoir limiter un peu les déplacements en ce temps de crise, afin d'endiguer un peu la chaîne de contamination à ce niveau. À part cela également, il faut préciser que tous les joueurs avant, en tout cas 48 heures avant le démarrage de chaque match, tous les joueurs et les membres des staffs techniques seront véritablement testés. Et à part cela, les matchs vont se disputer à huis clos. Et il y a eu des stades qui ont été homologués pour pouvoir accueillir ces différentes rencontres. Quand nous prenons dans la zone sud, nous avons le stade de Kégué, le stade municipal, le stade d'Ablogame, le stade
de l'association sportive de la forêt sacrée d'Ablogame. Au nord, nous avons des stades, le stade municipal de Kara, le stade municipal de Sokodé et le stade municipal d'Atakpame. C'est dire quelles sont les raisons qui sous-tendent un peu le choix de ces stades-là. Ces stades, au moins, ont quand même des enceintes clôturées et cela va limiter un peu le risque de l'affluence dans ces stades. Les matchs vont se disputer à huis clos et il y a une exception. Les différents clubs pourront en tout cas venir avec au moins 40 personnes dans la délégation, pas plus, afin de limiter un peu le risque des contaminations. Et pour l'état des préparatifs, il faut dire que les préparatifs vont bon train. Les équipes arrivent pour l'instant à pouvoir s'entraîner et à huis clos toujours. Il y a la fédération qui s'active également par rapport aux officiels de ce championnat-là. Les commissaires au match ont été formés hier au sein de la Fédération togolaise de football. Il y a également des formations qui sont prévues pour les arbitres dans les jours à venir. Ce matin même, en tant que journaliste sportif, moi j'ai eu à participer à une formation organisée par l'Association des journalistes sportifs du Togo, histoire de pouvoir, en tout cas, donner certaines informations aux journalistes afin qu'ils puissent retransmettre, en tout cas, permettre au public qui sera sevré d'aller voir de visu des matchs, de pouvoir être dans le bain à travers les différents reportages. Donc, c'est dire qu'il y a des efforts qui se font. Il faut également préciser que la Fédération togolaise de football a octroyé une subvention de 8 millions de francs CFA à tous les clubs qui vont participer au championnat national de la première division, en attendant un peu le financement de l'État qui va venir par la suite. La fédération prend également en charge les frais de déplacement de ces clubs-là. Donc, il faut, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes proches du démarrage et cette dynamique-là, elle est enclenchée. Alors, donc on voit les joueurs qui seront testés au moins 48 heures avant le match. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que du côté de l'Occident, par exemple, on a vu survenir des cas de contamination au sein des équipes qui ont obligé à mettre parfois même toute une équipe en quarantaine. Est-ce qu'on a prévu ces cas de figure? Qu'est-ce qui va être fait dans ces cas? La question, elle est assez pertinente. Voilà un peu là où se situe un peu les interrogations, les doutes par rapport à ce démarrage-là. Pour l'instant, la commission, en tout cas qui s'occupe des règlements de compétition, n'a pas encore sorti un calendrier, n'a pas encore harmonisé les tests. Ils sont à pied d'œuvre au niveau de la Fédération togolaise de football pour pouvoir se statuer par rapport à ces cas éventuels de contamination qui pourront décimer un peu les effectifs des différents clubs. En Europe, comme vous l'avez su bien le dire, le protocole qui est en vigueur, par exemple, au niveau de l'UEFA, c'est que quand vous avez quand vous avez au moins 15 joueurs dans votre effectif, vous pouvez jouer un match de football. À moins de 15 joueurs, en tout cas, vous êtes battu sur tapis vert. Est-ce que le Togo va pouvoir s'aligner dans cette dynamique-là? Je n'en saurais le dire. En tout cas, on va attendre d'ici là la décision de la commission d'organisation de cette compétition. Côté club eux-mêmes, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui? On n'est jamais prêt totalement, mais il faut aller à la bataille. En tout cas, je sais qu'il y a certains clubs, en tout cas depuis quelques mois, qui ont commencé, qui ont repris leurs entraînements dans des conditions sanitaires assez particulières. Il y en a qui ont fait des transferts. Quand nous prenons Asco de Kara, par exemple, avec le nouveau projet qui est incarné par l'honorable Mebina Nyasingbe, qui est le nouveau président de ce club-là, Asco de Kara, qui est très ambitieux, qui a eu à faire des recrutements. Ils ont même recruté des internationaux africains, notamment LBK Touré, un international malien. Ils ont recruté d'autres joueurs de ce championnat-là, notamment Elysée Ornou, qui avait évolué au Niger. Asco qui a un projet assez structuré et qui veut véritablement se retrouver encore une fois sur le continent, en compétition continentale la saison prochaine. Vous avez des clubs comme l'AS OTR avec le président André Degué qui a mis en place en tout cas des stratégies. Ils ont eu à recruter un entraîneur, notamment Sénaf Yaboué, champion de la deuxième division avec l'entente de la saison dernière. Ils ont fait également quelques recrutements. Il y a l'AS Togoport qui a eu à recruter également un entraîneur
expérimenté. Il s'agit du Ghanéen Moses Kofi. C'est dire que ces clubs, tant bien que mal, au-delà des difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés, ces clubs arrivent quand même à pouvoir se préparer bien pour pouvoir démarrer cette compétition, puisque le format qui est prévu pour cette compétition, ce format, il est assez compliqué et il ne faut pas, en tout cas, perdre du temps. Il faut démarrer tout de suite au risque de se voir être relégué à la fin de la saison. C'est vrai, on peut déplorer un peu le manque de moyens, on peut déplorer le manque même les structures qui accueillent même les rencontres. On peut déplorer l'état des pelouses, on peut déplorer également le statut même de notre championnat. Mais pour l'instant, il faut dire qu'on va faire avec ce qu'on a, en espérant que dans les prochaines années, le Togo va véritablement permettre une certaine professionnalisation de son football en révisant un peu les statuts, permettre un championnat semi-professionnel, par exemple, avec des clubs qui vont être constitués en association, en tout cas en entreprise, avec des structures assez bien en place pour permettre à ce football togolais-là de pouvoir renouer avec son passé d'antan. Donc maintenant, on a, disons, deux zones dans lesquelles ces rencontres vont se jouer. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, j'allais dire, des équipes qui ne se rencontrent jamais? C'est-à-dire, est-ce que les deux zones jouent séparément, finalement? Oui, effectivement, les deux zones jouent séparément pour la première partie de la saison. C'est-à-dire que ces deux poules sont constituées et on va dégager les meilleurs de chaque poule pour jouer les playoffs à la fin de la saison, afin de dégager un peu le champion du Togo, le vice-champion, et qui vont représenter le Togo en compétition continentale la saison prochaine. Deuxième sujet, maintenant, le football, toujours un séisme à peine éclipsé par la remontada réussie mercredi en demi-finale de Coupe du Roi contre Séville 3-0, après une défaite 2-0 à l'aller, rare et clair dans un long déclin sportif pour l'équipe 4 fois championne d'Europe entre 2006 et 2015. Le Barça apparaît dans tous les journaux télévisés du monde, associé à de mauvaises pratiques, sans procès ni condamnation, mais avec un grave problème de réputation. La même semaine que les élections, il est possible que quelque chose ait été mal fait. Qu'est-ce qui se passe à Barcelone? En tout cas, il y a eu l'éclaircie, en tout cas le mercredi dernier, avec cette remontada en Copa del Rey, en Coupe du Roi, face au FC Séville, grâce à un Ousmane Dembélé des grands jours, qui a permis à cette formation catalane de pouvoir un peu retrouver des couleurs. Mais la semaine, elle a été chargée, bien évidemment, elle a été secouée par ce scandale-là qui est dénommé de Barça Gate. Les locaux de ce club mythique catalan qui a été perquisitionné par la police judiciaire catalane, et on a appris par après que l'ancien président qui avait démissionné, Joseph Maria Bartomeu, avait été arrêté avec d'autres anciens collaborateurs, notamment Romain Gros, qui est l'ancien directeur général du club. Vous avez également Jaume Masséfer, sans oublier également Roman Gomez-Ponti, qui est le chef des services juridiques du FC Barcelone. En tout cas, il est reproché à ces hommes d'avoir eu recours à une cellule de communication, à une agence de communication, pour mener des campagnes de dénigrement contre des figures emblématiques du club, contre des figures titulaires du club, notamment Lionel Messi et d'autres membres influents, en tout cas du FC Barcelone. Ces gens-là sont également poursuivis, en tout cas par la justice catalane, d'avoir détourné 1 million d'euros, en tout cas des caisses du FC Barcelone. Par la suite, après les auditions, Joseph Maria Bartomeu, l'ancien président du FC Barcelone, donc, a été relâché provisoirement par la justice catalane, et le tribunal, en tout cas de Barcelone, a précisé que l'enquête n'est pas encore arrivée à son terme. L'enquête reste toujours ouverte, mais il bénéficie quand même de cette liberté provisoire-là, afin de préparer leur défense dans un éventuel procès. Pour le moins, ce qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ces événements qui n'honorent pas l'image du FC Barcelone viennent un peu matérialiser, en tout cas, le malaise
qui règne dans ce club mythique-là depuis quelques années. Nous savons que Joseph Maria Bartomeu a pris les rênes de ce club en 2014, après un problème, en tout cas après la condamnation de son prédécesseur, Sandro Roussel, qui était également mêlé à 16 ans d'affaires de corruption. Mais Joseph Maria Bartomeu n'a pas su redonner une belle image à cette institution catalane qui aujourd'hui est émaillée par des affaires de scandale. On parle d'un endettement de plus de 1 milliard d'euros. Il y a eu des problèmes au niveau sportif avec des recrutements qui n'ont pas permis à ce club-là de pouvoir retrouver son passé glorieux, avec des échecs à répétition en Champions League. Et le grand scandale également, c'est ce contrat-là de Lionel Messi qui, aujourd'hui, pour la plupart des observateurs, empêche ce club de pouvoir véritablement enclencher une nouvelle dynamique, puisque Lionel Messi pèse à lui tout seul 75 millions d'euros chaque saison. Et à ce rythme-là, quand on regarde un peu les caisses du FC Barcelone, on se rend compte qu'il y a une sorte de gabésie, de malgouvernance qui a caractérisé un peu ce club ces dernières années. C'est ce qui véritablement justifie les résultats en dents de scie de cette formation cuilée. Mais on a aussi l'impression que, j'ai envie de dire, on a laissé les choses se faire et puis à un moment donné, on a cumulé tout pour lancer la bombe sur Bartomeu, par exemple. Oui, il me semble qu'il y a une certaine opacité dans la gestion du FC Barcelone depuis plusieurs années. Ça doit avoir été su. Ce n'est pas aussi simple que ça, même si vous avez des institutions juridictionnelles qui sont assez compétentes au niveau de la Catalogne, mais ce n'est pas aussi simple de pouvoir venir et enquêter facilement au sein de ce grand club, de cette grande institution et sur la base des éléments de preuve factuelle, aller à une condamnation et arrêter l'hémorragie. La justice, parfois, elle a son mode de fonctionnement. Elle a l'impression de traîner parfois, mais elle frappe au bon moment. Je pense que c'est le moment choisi par la justice catalane pour pouvoir agir peut paraître à notre niveau comme un temps inapproprié. On peut dire que la justice catalane est en retard sur les événements, mais l'essentiel, c'est d'arriver à faire la lumière sur ces affaires-là qui ont écorné un peu l'image de cette grande institution qu'est le FC Barcelone. Et je pense qu'elle est en train de faire son travail. Elle va essayer encore une fois d'aller rechercher les éléments de preuve factuelle qui peuvent incriminer, en tout cas, ou blanchir Joseph Maria Bartomeu et ses sbires. Mais pour le moins, ce qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ces affaires juridiques, cet imbroglio au sein de cette institution n'augure pas d'un lendemain meilleur pour le FC Barcelone, qui a un challenge devant lui, notamment le match de route de la Ligue des Champions face au PSG la semaine prochaine. Et il y a également un autre challenge, celui-là peut-être un peu reluisant pour le FC Barcelone, c'est les élections qui vont se dérouler le dimanche prochain. Joan Laporta, l'ancien président, part avec les faveurs de pronostics. Est-ce qu'il aura les coups de France s'ils arrivent à être réélu président du FC Barcelone? Est-ce qu'il a les coups de France? Est-ce qu'il a la capacité nécessaire à pouvoir réenclencher une nouvelle dynamique, à pouvoir maintenir ce bateau catalan qui est en train de chavirer? Voilà un peu les grosses interrogations. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire au regard de toutes ces affaires et même au regard de la performance du club, parce qu'en dehors de la remontada, on avait un FC Barcelone sur le déclin, c'est que le club a véritablement besoin de réformes en profondeur. Elle a besoin d'être réformée en profondeur. Samuel, vous avez su trouver le mot. Elle a besoin d'une nouvelle politique sportive. Elle a besoin de pouvoir véritablement retrouver son luxe d'antan, de pouvoir retrouver sa superbe, parce que c'est un grand club quand même, 5 fois champion d'Europe. Le dernier titre de Champions League, c'était en 2015. Ce qui faisait la force du FC Barcelone, c'est d'abord sa philosophie de jeu, son projet de jeu. Le FC Barcelone n'abdique jamais quand il s'agit de pouvoir défendre ses idées et ses valeurs, les valeurs éthiques
les valeurs de tolérance, les valeurs d'excellence. Le FC Barcelone est caractérisé également par la qualité de son centre de formation, puisque les joueurs qui permettent à cette équipe-là de pouvoir véritablement rayonner au firmament, ce sont des joueurs qui sont formés, qui sont passés par le centre de formation. Mais depuis le départ, les départs de certains de ces joueurs, notamment Xavi, Iniesta, le FC Barcelone est sur le déclin. On n'arrive pas à dénicher d'autres pépites, à former d'autres pépites au sein de la Masia, le centre de formation. L'enjeu premier pour le prochain dirigeant, c'est d'arriver à retrouver un peu une certaine structuration, restructurer le club, réformer le club, en tout cas donner encore beaucoup de chance à ces jeunes-là, mettre l'accent sur la formation et éviter un peu les transferts qui n'apportent rien au club, ces transferts qui assucient financièrement le club, mais n'apportent pas de plus-value, de valeur ajoutée à la performance de l'équipe. Donc voilà un peu les problèmes que va s'atteler à résoudre le prochain président. On pourra toucher au cas Messi, Barcelone. Réduire son salaire éventuellement. Si le FC Barcelone doit pouvoir retrouver sa grande forme, en tout cas, je pense que le cas Messi ne doit pas être occulté. Je dirais même que la forme même du FC Barcelone dans les prochaines années est tributaire de l'avenir de Lionel Messi. Lionel Messi, aujourd'hui, il a 33 ans. Il coûte 75 millions d'euros au club chaque année. Il est sur le déclin, en tout cas sportivement, même s'il reste quand même Lionel Messi, il peut sortir des coups de génie à tout moment. Oui. Mais la question qui se pose, la problématique qui se pose aujourd'hui, est-ce que Lionel du l'avenir du FC Barcelone? Donc, c'est là où j'en viens à votre, en tout cas, à votre analyse. Je pense aujourd'hui que Lionel Messi n'a plus sa place dans cet effectif catalan pour l'avenir du club, pour la forme financière du club, puisque le club est endetté. Il va falloir véritablement resserrer les boulons au niveau des finances, mettre l'accent sur la formation, faire confiance à d'autres jeunes joueurs qui peuvent incarner un nouveau projet, une rédemption, un renouveau pour le FC Barcelone qui est en pleine déliquescence actuellement. Dernier sujet, la présidence de la CAF, la volonté prêtée à la FIFA de trouver un consensus autour du Sud-Africain Patrice Motsepe pour présider la CAF n'est qu'un accord de principe et la méthode n'est pas trop démocratique. C'est ce qu'a estimé en tout cas le candidat ivoirien Jacques Anouma dans un entretien accordé à des journalistes. C'est un accord de principe qui a été trouvé mardi soir. C'est la déclaration donc, de Jacques Anouma mardi soir après une rencontre pendant le week-end à Rabat des 3 candidats ouest-africains à l'invitation du président de la CAF. J'ai envie de demander directement, Patrice Motsepe n'est-il pas le prochain président de la CAF? Samuel, apparemment les derniers événements nous poussent à dire cela. Quand vous avez un président de l'instance fêtière du football international qui est censé rassembler tous ces acteurs-là afin de pouvoir leur permettre d'apporter leurs compétences au développement du football africain et qu'il, en tout cas, se met quand même à pouvoir faire des choix alors que la responsabilité revient à ces différents présidents des 54 fédérations qui vont à faire les élections. On peut dire facilement que le prochain président, sans embâche, en tout cas, Patrice Motsepe part avec une avance, bien évidemment, part en pole position pour être le 8e président de la Confédération africaine de football. Et moi, je trouve ça assez dommageable parce que ce n'est pas à la FIFA d'être dans une dynamique paternaliste, de pouvoir montrer la voie à toute une confédération. La Confédération africaine de football a été créée en 1957, pratiquement plus de 60 ans, si je ne m'amuse. Et cette institution devrait, en tout cas sur la base des tests qui la régissent, elle devrait en tout cas choisir de manière souveraine et responsable son président. Ce n'est pas à la FIFA de pouvoir indiquer la voie à suivre. Je trouve ça ubuesque et scandaleux de la part de Gianni Infantino. Mais ce sont
j'ai envie de dire, ce sont les présidents des fédérations qui vont voter. C'est eux qui se couchent devant les desiderata de Gianni Infantino. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans une position de force? C'est la question que je me pose. C'est vrai qu'il faut faire preuve d'autorité, qu'il faut faire preuve de personnalité, de charisme face à ces abus de Gianni Infantino. Mais est-ce que ces présidents-là, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils ont la légitimité nécessaire pour pouvoir faire face au grand patron que constitue Gianni Infantino aujourd'hui? Voilà un peu là où se situe le dilemme pour ces présidents. Certainement qu'ils ne sont pas contents par rapport au stratagème, à la stratégie et à cette volonté affichée de Gianni Infantino de pouvoir imposer son choix, mais ils sont tenus par, en tout cas, des accords, par des accords dans les coulisses, de pouvoir accepter ce deal-là qui est scandaleux pour le football africain. Ce n'est pas tant cette recherche du consensus que moi je fustige. Si les 54 présidents de fédération qui vont désigner le prochain président de la CAF désignent de leur propre chef, en tout cas décident de leur propre chef à pouvoir trouver le consensus par rapport à ces 4 candidats-là, moi je ne trouve pas de problème. Mais que la FIFA, de manière affichée, demande au président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja, de réunir à Rabat ces 4 prétendants au trône de la CAF et d'imposer un candidat et de pouvoir dispatcher les postes en disant que Léopold et Maître Senghor sera premier vice-président et que Ahmed Yahya sera deuxième vice-président et que Anouma sera un prochain conseil. Je trouve ça scandaleux. Et Jacques Anouma, même si aujourd'hui il ne sera pas le prochain président de la CAF, parce qu'il est courageux, il a été courageux, parce qu'il a dénoncé un peu ce deal-là, ce pacte que moi je qualifiais que moi je peux qualifier de scandaleux. Il a eu quand même le mérite d'être assez lucide, d'être quand même de respecter par rapport à cette décision-là, parce qu'il faut faire preuve de caractère et de charisme face à l'envahissement de la FIFA. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'il a de si spécial, Motsepe, parce que même quand il a présenté son programme, c'est pas le meilleur programme qu'on ait vu. Qu'est-ce qui est en lui et qui plaît à Infantino? Selon les indiscrétions, le président Gianni Infantino voudrait quelqu'un de sain, qui n'est pas mouillé dans les affaires de scandale au niveau du football, quelqu'un qui incarne une nouvelle figure et qui peut attirer bien évidemment les sponsors. Et à ce niveau-là, pour Gianni Infantino, le statut de Patrice Motsepe, qui est un homme d'affaires florissant, qui est le premier milliardaire noir en Afrique du Sud, ce statut-là est favorable par rapport à son profil. Mais la problématique se trouve à ce niveau, justement. Est-ce que c'est à Gianni Infantino de pouvoir définir le profil, le type de président pour la Confédération africaine de football? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'au sein de la FIFA, est-ce que Gianni Infantino, est-ce qu'il est blanc comme neige aujourd'hui dans les scandales, en tout cas, qui ont émaillé la FIFA ces derniers temps? Il a même des affaires, des procédures devant la justice, et il n'est pas là, il ne doit pas s'incarner en donnant des leçons aujourd'hui, puisqu'il n'est pas sain. Et l'Afrique doit pouvoir se réveiller. Moi, au-delà de ces aspects, je pense aujourd'hui que nos chefs d'État également ont une très grande responsabilité dans cette affaire, puisque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle du football africain et non du football mondial. Certes, la FIFA a son droit de regard dans la pratique, mais la FIFA ne peut pas aller contre ses valeurs. Je pense aujourd'hui qu'en principe, la commission d'éthique de la FIFA, suite à ces différents événements qui se sont produits cette semaine, doit pouvoir se saisir et doit réprimander le président Gianni Infantino. Mais j'ai peur que cela n'arrive pas. Merci Henri Akodo d'être passé répondre à nos questions. C'est moi. La pause, le journal et puis regard croisé.